Le deuxième atelier est dédié aux alternatives aux pesticides en pommes de terre et légumes plein champ. Donc en pommes de terre et légumes plein champ, pour rappel, l'utilisation de pesticides est plus importante qu'en prairie et en céréales. Donc 19 kg par hectare par an pour la pomme de terre et 4,2 kg par hectare par an pour le pois, par exemple. On va vous passer une courte vidéo qui recense de manière non exhaustive des alternatives aux pesticides qui ont été relevées pendant nos rencontres en ferme. Et nous aborderons ensuite des sujets d'actualité qui ont été piochés dans les rencontres. On accueillera 2 producteurs et un conseiller technique pour aborder tous ces sujets. Nature et Progrès vous présente les alternatives aux pesticides chimiques de synthèse en pommes de terre et légumes plein champ à travers des témoignages d'agriculteurs bio et de démonstrations aux 4 coins de la Wallonie. Nous avons enquêté auprès de 15 agriculteurs bio wallons pour découvrir les alternatives mises en place pour se passer des pesticides en pommes de terre et légumes plein champ dans le cadre de rencontres en ferme réunissant producteurs, consommateurs et experts. En parallèle des rencontres, un sondage a été réalisé auprès des producteurs wallons bio concernant leurs pratiques en culture de la pomme de terre et en légumes plein champ. Le rumex, kénopode et chardon étaient les adventices les plus problématiques pour la majorité des producteurs sondés. Concernant les maladies, celles qui créent le plus de contraintes pour les producteurs étaient le mildiou, l'odium et enfin le botrytis en haricots. Les ravageurs problématiques étaient le doryphore pour la presque totalité des producteurs, le taupin en pommes de terre et le campagnol pour la moitié des producteurs sondés. À côté de l'importance de la reconnaissance par l'agriculteur de la flore adventice, de la biologie des ravageurs et pathogènes et l'observation régulière de ces parcelles de culture, plusieurs leviers préventifs sont à appliquer en amont des cultures. Leur succès résidera en la combinaison d'un maximum de ces méthodes. Clé de voûte du système culturel, la rotation est d'une efficacité redoutable dans la prévention des adventices, ravageurs et maladies. La rotation est l'organisation, au fil des années, de la succession de cultures sur une même parcelle. Une rotation correctement menée vise à améliorer la structure du sol, enrichir sa fertilité, limiter le développement des maladies et des parasites, ainsi que la pression des adventices. Il s'agit d'alterner des cultures caractérisées par des cycles, morphologies et exigences en azote différents. Au plus la rotation sera longue et diversifiée, au plus elle sera efficace. La plupart des agriculteurs rencontrés misaient sur des rotations les plus longues possibles. En moyenne, 5 à 7 ans étaient prévus entre 2 cultures similaires sur une même parcelle. Un intervalle de 7 ans était respecté en moyenne entre 2 cultures de pommes de terre pour la majorité des producteurs, un écart de temps considéré par les producteurs comme idéal pour contourner l'installation des pathogènes et insectes ravageurs propres au solanacées. En ce qui concerne les cultures de carottes, oignons et haricots, 6 à 7 ans était l'intervalle de temps moyen respecté entre l'implantation de chacune de ces cultures sur une même parcelle. En système légumier, les cultures de céréales sont intégrées pour allonger et diversifier la rotation. La grande majorité des producteurs rencontrés introduisaient des têtes de rotation dites nettoyantes, comme les prairies temporaires et les couverts de luzerne. Retrouvons maintenant Eddy, mettant en lumière l'importance de cette tête de rotation. Ici, on a 3 ans pour faire un maximum de racines, donc ça va très bas. Même si on laboure, je vais exagérer, à 40 cm, il y a sûrement encore 20 à 40 cm de racines en dessous. Ces racines-là, elles vont rester, et elles vont pourrir, et elles se dégradent nettement moins vite que de la paille. Et donc en se dégradant, elles vont libérer de la matière organique plus lentement, mais en profondeur et avec de l'oxygène. Et donc ça fait des petites éponges, et elles vont garder l'eau en profondeur. Parce que c'est un des gros problèmes maintenant dans les sols qui sont déstructurés, c'est que la surface se glace, comme ici, l'eau ne rentre plus, donc on perd un paquet d'eau qui ruisselle, mais par contre, une fois qu'elle rentre, la structure est mauvaise aussi, et donc elle ressort aussi vite qu'elle n'a du mal à rentrer. Un autre levier dans l'objectif de diversifier et allonger leur rotation est l'intégration de cultures innovantes. Par exemple, Manu Jadin et Caroline De Villers de la coopérative Belgobio produisent à côté de céréales et de légumes plus classiques, des légumes dits oubliés, tels que le yacon, la patate douce et le persil tubéreux. Philippe Mathès, quant à lui, intègre la chicorée, le chanvre et le potiron dans sa rotation. Bernard Debouche a par ailleurs misé sur des cultures de basilic, thym et tournesol comme cultures moins classiques. Selon ses producteurs, la clé du succès de l'intégration de ces cultures plus rares est la recherche de débouchés en amont, avant les aspects plus techniques et logistiques. Tous les producteurs rencontrés choisissent minutieusement leurs variétés. Tous étaient unanimes pour dire que le choix des variétés peut être un levier très efficace pour aider à maîtriser les adventices, maladies et insectes ravageurs. Choisir des variétés résistantes à un pathogène ou un ravageur est un des leviers préventifs essentiels pour se passer des pesticides chimiques de synthèse.
Il existe aujourd'hui plus d'une trentaine de variétés de pommes de terre robustes, avec des qualités culinaires très diversifiées et des degrés de tolérance divers face au mildiou. La grande majorité des producteurs rencontrés choisissaient de cultiver une ou plusieurs de ces variétés plutôt que des variétés classiques. On peut voir plusieurs variétés listées ici, mais d'autres variétés robustes étaient cultivées par les producteurs accueillants, tels que la Muse, la Coquine, la Twinner, la variété Sephora. Par ailleurs, l'Agria était une variété souvent choisie par nos producteurs, qui présente aussi bien une bonne capacité de recouvrement du sol et une relativement bonne résistance au mildiou. Je mets de l'Agria, parce que l'usine veut de l'Agria. Moi, j'aime bien aussi l'Agria pour la vente directe, parce que c'est une pomme de terre bien jaune, à chair mixte, entre guillemets, et résistante au mildiou. Mais moi, j'aimerais bien qu'on trouve une fois une variété qui soit complètement résistante au mildiou. On avait essayé dans le temps la Carolus, mais elle n'est pas bonne. Donc, ça ne va pas non plus. Il faut quand même qu'elle soit bonne à manger, sinon ça ne sert à rien. Mais bon, voilà. Bah, les recherches avancent et un jour, on aura une variété qui sera résistante et ce sera bien. La fertilisation azotée des grandes cultures en bio constitue un réel défi dû à la faible disponibilité des ressources fertilisantes. Alors qu'en système de polyculture élevage, la disponibilité en azote est assurée par les prairies temporaires et permanentes pour fournir les cultures suivantes et entretenir la fertilité des sols, en grande culture, sans bétail, l'apport en azote est moins évident. Favoriser un sol biologiquement actif est rendu possible grâce à différentes opérations. L'intégration dans la rotation d'engrais verts diversifiés, culture de légumineuses et prairies temporaires composées de légumineuses, en exploitant le sol de manière respectueuse, en incorporant du fumier composté plutôt que de l'engrais synthétisé, et en respectant les principes d'une rotation qui optimise la fixation d'azote biologique dans le sol. Dans le cas d'exploitation sans élevage, l'accessibilité au fumier est compliquée. L'île achète du fumier de poulet bio, mais les quantités ne sont pas énormes. Il est également important de quantifier la disponibilité de l'azote assimilable dans les fumiers compostés. Écoutons Julie Legrand du CPL Végémar qui aborde ce sujet. De votre matière organique, de votre fumier, parce que même si théoriquement c'est 20, ça dépend si voilà, le fumier vient de sortir du poulailler ou si ça fait déjà X temps qu'il est composté. Est-ce que c'était du fumier sur paille ou du fumier sur copeaux, en fonction, voilà, la teneur en azote, la teneur en carbone est importante aussi, et donc du coup sa vitesse de minéralisation est différente aussi, et donc c'est important de connaître un peu ce qu'on met et quel est déjà le pourcentage de l'azote qui est directement assimilable par la plante et lequel devra être décomposé. Et voilà, on travaille avec vraiment du vivant et c'est pas toujours évident de connaître la rapidité d'action. Le maraîchage, c'est vraiment un secteur problématique parce que ça consomme énormément, ça exporte énormément d'éléments nutritifs et donc on est à tout moment tributaire d'apporter de l'extérieur des éléments nutritifs qui sont difficiles à trouver, pas toujours de bonne qualité et pas toujours bons pour le sol. Donc avec l'élevage, on apporte un peu plus. Disons que c'est pas vraiment l'élevage, c'est le couplage entre des haies et des racines profondes de l'élevage. C'est-à-dire que la haie va vraiment travailler le sol pour apporter des éléments et le bétail va manger ces aliments-là, que ce soit sous forme directement de branches qu'ils vont manger ou des feuilles qui tombent, et ils rejettent dans le sol des éléments qui sont disponibles plus facilement pour les plantes. Donc c'est ça qui m'intéressait dans ce cycle-là et que de plus en plus de producteurs cherchent en fait, que ce soit en grande culture ou en maraîchage. Le travail du sol en interculture est réalisé de différentes manières en fonction de la présence de semences de certaines espèces adventices dans le sol, de la présence de rhizomes, stolons ou autres organes souterrains. Dépendant des situations, le déchômage, le labour et ou le faux semis sera choisi. Le travail du sol en interculture est crucial car il permet de réduire les stocks de semences du sol avant l'implantation de la culture. De mauvaises pratiques comme ne pas déchaumer après la moisson, laisser repousser les adventices sans les détruire après la récolte et les laisser terminer leur cycle entretiennent le stock semencier d'adventices qui est de cette manière simplement stocké et conservé dans les sols et n'attend qu'à germer dès que les conditions sont propices. Le labour est un levier efficace pour la maîtrise des adventices en agriculture bio. Labourer permet de remettre les compteurs à zéro, partir d'une page blanche. De plus en plus de producteurs rencontrés sont conscients de l'impact du labour classique, c'est-à-dire 30 à 40 cm de profondeur. Pour pallier cela, certains ont recours au labour agronomique, qui consiste à labourer à 15-20 cm de profondeur maximum. D'autres ne labourent pas systématiquement, mais en fonction des cultures qui suivent, de la quantité des résidus dans le sol et de l'humidité du sol. Voici une intervention de Patrick qui met en lumière la complexité du sujet du labour. On remet les compteurs à zéro en termes d'adventices. Alors c'est vrai, les graines d'adventices vont être réparties sur une plus grande épaisseur de terre,
Donc il y a des graines qui resteront dans le frigo, plus bas, qui vont se conserver. Tandis que si on ne laboure pas, on va laisser les graines en surface. Par contre, toutes les graines qui lèvent facilement en surface, elles vont lever assez rapidement. Et quand on a des saisons sèches comme celle-ci, ces graines qui lèvent facilement en surface et qui ne lèvent pas parce qu'il fait sec, une fois que la culture va être fort développée, qu'on ne sera plus désherbée, et puis qu'on a un retour de pluie, toutes ces adventices-là vont lever d'un coup. Et parfois, on a des salissements tardifs qui peuvent être compliqués à gérer aussi. Les 3 machines de désherbage principalement utilisées sont la houe rotative, la herséterie et la vigneuse. Écoutons Nicolas de la structure Belgobio nous parler de la herséterie. Le plus difficile avec ce genre de machine, c'est de trouver le bon compromis entre la destruction de mauvaises herbes et également ne pas trop détruire la culture qui est en place. Donc ça permet de passer sur les cultures. Donc par exemple, quand les petits pois ou les haricots sont sortis, on peut toujours passer ce genre de machine. Et si on est trop agressif, on va abîmer la culture de l'haricot. Si on n'est pas assez agressif, on va finalement travailler et ne pas faire le boulot qu'on veut, c'est-à-dire retirer les mauvaises herbes. Sur le terrain et tout au long des rencontres en ferme, nous avons découvert que les producteurs avaient chacun leur manière de procéder pour désherber leur culture de pommes de terre. Certains itinéraires techniques sont fort similaires entre eux. Il s'agit d'un enchaînement de création de buttes, plantation, passage à la herséterie, suivi d'un binage et un butage pour certains, ou d'une succession de butages pour d'autres. Un désherbage manuel est réalisé ensuite si nécessaire. Par contre, avec Nicolas, on est toujours un peu dans la réflexion. Chaque fois qu'on travaille un sol, on a l'impression de nuire à la vie du sol aussi. C'est plus qu'une impression, c'est une réalité. Et en plus, s'il y a un orage qui est assez fort, ça peut embarquer toutes les terres qui ont été travaillées. Et alors, quand on a des années sèches, comme on a eu les années précédentes, chaque fois qu'on travaille le sol, on assèche l'horizon de surface. Donc, avec Nicolas, on est vraiment dans la réflexion, essayer de faire le moins possible. Donc, c'est arrivé qu'avant la mise en place des cultures, on décide d'aller à la main. Dans les cultures de céréales et de certains légumes, le désherbage manuel est une solution de rattrapage si le désherbage mécanique n'a pas suffi à éliminer les adventices dans la parcelle. Par contre, il est indispensable dans certaines cultures de légumes pour permettre un désherbage dans la ligne. Le désherbage manuel exige énormément de main-d'œuvre en culture de légumes plein champ. Il estimait en moyenne 200 heures de désherbage manuel par hectare, ce qui correspond environ à 2 000 € par hectare. Généralement, les producteurs de légumes passent également au désherbage manuel à la grosse louche dans leur culture de céréales afin de prévenir l'apparition d'adventices dans les futures cultures de légumes. Certains producteurs utilisent un weed bed, lit de travail ou lit de désherbage pour adoucir le travail et épargner au maximum le dos des désherbeurs. Le lit de désherbage est un ensemble autonome, un châssis posé sur 4 roues dont 2 sont entraînées à l'arrière par un moteur électrique alimenté par des batteries qui sont chargées elles-mêmes par des panneaux photovoltaïques. Il y a un système de guidage mené par un système de pédales au pied. Le but de cet outil est de passer dans les rangs et d'aligner 6 personnes dans des conditions de travail relativement correctes, allongées sur le ventre. Il permet de bien nettoyer et de gratter les mauvaises herbes tout en avançant. Le passage au brûleur thermique sur les buttes de carottes et d'oignons, juste après le semis et avant la levée, est une variante du faux semis. La machine brûle les filaments blancs d'adventices à un stade très précoce de la culture. Il peut être réalisé dans la ligne ou l'interligne, en pré-levé ou en post-levé. Par exemple, l'oignon et le chicon sont des cultures qui tolèrent le brûlage. Le passage au brûleur thermique en post-levé, au stade cotylédon ou plantule, va éliminer uniquement les adventices. 2 inconvénients de la méthode sont les retards de croissance entraînés au niveau de la culture en place et l'impact environnemental du gaz utilisé. C'est pourquoi les producteurs l'utilisent généralement qu'exceptionnellement dans leur culture, lorsque l'envahissement des adventices devient compliqué à maîtriser. Voilà pour la petite vidéo d'introduction à notre atelier. Comme ça, on vous met dans le bain des alternatives en pommes de terre et légumes plein champ. Et je vais inviter Bernard Brocard, Gilles de Moffard et Patrick Sylvestre pour parler de 2 sujets. Un qui est assez critique aujourd'hui, c'est l'utilisation du cuivre et la limitation du risque érosif dans la gestion des adventices.
Donc Bernard Brocard est agriculteur bio, labellisé Nature et Progrès à la ferme de Moranfailly, près de Dour, dans la province du Hainaut. Il a repris la ferme familiale. C'est une ferme en polyculture élevage sur 90 hectares, dont 70 hectares sont alloués aux prairies, temporaires et permanentes. 15 hectares sont alloués aux céréales fourragères et une quinzaine d'hectares à une diversité de céréales, telles que le triticale, avoine, seigle, épeautre et froment. Il produit 5 hectares de froment panifiable qu'il vend à un boulanger et en direct dans son magasin à la ferme sous forme de farine. Il produit également 7 hectares de pommes de terre. Son lait est transformé en beurre et fromage vendu sur place. Sa rotation type est longue de 5 à 8 ans et est composée d'une prairie temporaire pendant 3 à 5 ans, suivie d'une alternance de cultures de froment et pommes de terre, de froment et céréales fourragées et d'avoine. Alors Gilles de Moffard a repris la ferme familiale en 1998 et durant une décennie, il a pratiqué les méthodes de culture conventionnelles transmises par ses parents. Il cultivait à cette époque sur plus de 180 hectares de la betterave, chicorée, froment et escourgeon. En 2008, Gilles a accepté de relever le pari de cultiver des carottes bio sur une petite parcelle. Aujourd'hui, la moitié de la surface de son exploitation, représentant 90 hectares de terre, est certifiée bio. 40% de cette surface est dédiée aux céréales, épeautre, orge, triticale, et le restant accueille des légumes, pommes de terre, oignons rouges et jaunes, échalotes, basilic, carottes, petits pois et haricots, ainsi que 15 hectares de prairies temporaires, principalement de la luzerne. En 2013, Gilles a ouvert un petit magasin à la ferme pour vendre ses légumes en direct, et en 2017, il s'est associé à 2 agriculteurs bio de la région pour construire un bâtiment de stockage afin de mieux maîtriser la commercialisation de leurs carottes et pommes de terre. Sa rotation type est composée de prairies temporaires pendant 2 ans, suivie d'une alternance de céréales et légumes. La pomme de terre revient dans la rotation tous les 7 ans. Un intervalle de 6 à 7 ans est respecté entre 2 cultures de carottes, de pois, de basilic, d'oignons et de haricots sur une même parcelle. Et puis Patrick Sylvestre, qui est le coordinateur de Bio-Wallonie à SBL, le coordinateur du pôle conseil technique. Il est conseiller technique en grande culture et sa mission consiste à assurer l'encadrement technique des agriculteurs et agricultrices bio et en conversion. Il a un rôle d'accompagnateur des producteurs bio et en conversion, et en parallèle, il donne des formations en pratique bio et gère le suivi du CETA, ou Centre d'études techniques agricoles de SB. Patrick a une excellente vue d'ensemble sur les pratiques bio en Wallonie. Il a rencontré de nombreux agriculteurs qu'il a pu accompagner lors de la conversion et pour les aider dans la bonne gestion de leur culture, une fois installés en bio. Alors, merci à tous les 3 d'être là aujourd'hui pour aborder 2 sujets cruciaux en pommes de terre et légumes plein champ, donc la thématique du cuivre et des variétés robustes, et ensuite la gestion du risque érosif dans la gestion des adventices. Alors, on va commencer par le cuivre. Donc, le cuivre, c'est un sujet polémique en agriculture bio. C'est en effet un produit inerte, naturel, qui peut perturber la vie du sol lorsqu'il est utilisé à trop forte concentration. Il est utilisé principalement en pommes de terre contre le mildiou. Et heureusement, des alternatives au cuivre existent, on va le voir, ainsi que des moyens de réduire la quantité utilisée sur leur culture. Alors, je vais commencer par une question pour Patrick. Peux-tu nous expliquer la réglementation par rapport à l'utilisation du cuivre en bio? Et quel est ton avis sur la proposition de supprimer l'utilisation du cuivre pour les agriculteurs bio? Voilà, c'est un sujet très important à aborder. Donc tout d'abord, il faut savoir que le cuivre il peut être utilisé pour la protection des plantes ou comme engrais, puisque c'est un oligo-élément. Une deuxième clarification, c'est l'unité. Donc quand on parle de cuivre, c'est des quantités de cuivre métal, parce que dans un produit, on a des produits avec des concentrations différentes. Donc ici, quand je vais vous parler de kilos de cuivre, c'est vraiment la molécule de base, quoi. Alors, il y a une règlement européenne qui dit que dans les États, on doit respecter 28 kilos de cuivre en culture sur une période de 7 ans. Et chaque État ou région peut adapter et donner des limites annuelles de quantité à l'hectare. Alors jusqu'à à peu près 2020, on pouvait utiliser jusqu'à 6 kg de cuivre métal pour une culture. Ensuite, on est passé à 4 kg, donc jusque l'année dernière. Alors, on a eu un souci l'année dernière. Je ne vais pas vous rappeler la météo que l'on a eue et les difficultés pour maîtriser le mildiou.
on a voulu demander, on a créé un groupe de travail avec les syndicats et d'autres structures pour essayer d'avoir une dérogation pour remonter un petit peu la quantité de cuivre utilisable, hein, donc essayer de pouvoir utiliser 6 kg au lieu de 4 kg, tout en respectant la réglementation européenne. Hein, on était quand même encore bien en delà. Et ben, ça a été un refus catégorique donc, du SPF Santé. Donc c'était même inadmissible que le bio ose demander cette dérogation-là. Alors il faut savoir qu'en termes de surface de pommes de terre, en Belgique, on est à 100 000 hectares et que ben, le bio représente un peu plus de 1000 hectares. Alors la problématique du mildiou l'année dernière, elle a aussi impacté les agriculteurs conventionnels. Ils sont arrivés au bout des quantités utilisables de fongicides. Ils ont demandé une dérogation. Et je pense que ça, dans les 24 heures, c'était fait. Donc, pour 99 000 hectares, ils ont eu l'autorisation d'utiliser plus de fongicides de synthèse. Alors qu'en bio, ben, pour un petit peu plus de 1000 hectares, plus un petit peu l'arboriculture aussi, mais enfin, ça ne représente pas grand-chose, ben, c'était un non catégorique. Alors, ce n'était que le début de la problématique, parce que maintenant, on veut supprimer totalement l'utilisation du cuivre. Ce groupe de travail essaye, c'est pas gagné, hein, de pouvoir quand même encore utiliser. Donc, on a dû faire une proposition d'une quantité maximale utilisable. On va bien voir si 2,5 kg vont passer ou pas. Alors, il faut savoir que on vient d'utilisation de cuivre, par exemple en France, dans les grands vignobles, où on avait des vignes avec des sols nus en pente, où on utilisait 40 à 50 kg de cuivre par hectare et par an. Hein. Donc, on est dans un pas au niveau de dimension et de quantité complètement différente. Alors, un autre souci aussi, c'est que il y a beaucoup de détraqueurs qui profitent de la crise que le bio a subie. Hein. Et ils ont profité de cette crise-là pour essayer de balayer le bio comme ça d'une main. Et les fermes qui faisaient agréer, qui fabriquent ces produits à base de cuivre, ne renouvellent pas les agréments. Donc ça, c'est aussi un autre problème. Donc, comme je le disais, hein, par rapport à un vignoble 40 à 50 kg par hectare et par an, ben, nous, on est sur des rotations, on en a parlé, de à peu près 7 ans. Donc, on a du cuivre à 4 kg, mais quand on dit 4 kg, c'est une année humide, hein, une année sèche, on n'en utilise presque pas, ou certains pas du tout. Donc, il faut relativiser les choses. Alors, on sait que le cuivre a un impact sur l'environnement, hein, au niveau des micro-organismes du sol et des milieux aquatiques. Maintenant, voilà, dans une rotation longue, diversifiée, où les plantes l'utilisent aussi comme oligo-élément, ben, c'est des quantités qui ne sont pas si importantes finalement. Alors, pour la deuxième question, il faut savoir que ça, on en parlera peut-être plus tard. Une des solutions pour utiliser moins de cuivre, c'est utiliser des variétés robustes, donc résistantes au mildiou. Il y a une sélection qui se fait. Mais la problématique aujourd'hui, c'est que même les maisons semencières, donc même si c'est des plants, hein, on parle de maisons semencières, vont retirer des variétés robustes du marché bio, de peur que le fait qu'on ne puisse plus du tout utiliser de cuivre, que ces variétés-là aient des problèmes de contournement. Donc aujourd'hui, il y a des variétés résistantes au mildiou qui ne vont plus être commercialisées en bio. Et on se dit, on va aller les acheter en conventionnel non traité. Elles ne seront même pas non traitées, donc elles seront vendues traitées au conventionnel parce qu'eux peuvent encore protéger les plantes contre le mildiou. Alors on est dans cette situation-là aujourd'hui. Un autre problème qu'on rencontre aussi, c'est des variétés résistantes qui n'ont qu'un gène de résistance, alors qu'on sait d'autres variétés ont 2 ou 3 gènes. Ils ont tellement peur que ce seul gène de résistance soit contourné, et donc finalement la variété ne serait plus robuste, et donc tout ce qui leur a coûté et le temps qu'il leur a fallu pour créer cette variété-là, tout ça va s'effondrer. Donc plutôt
que de garder ces variétés avec qu'un gène de résistance en bio, ils préfèrent ne plus les vendre en bio. Donc c'est vraiment problématique. Maintenant, voilà, on en reparlera. On reparlera des variétés robustes. Ouais. Merci Patrick. Du coup, pour Gilles et Bernard, c'est un peu la même question. C'est quoi votre avis par rapport à la potentielle suppression de l'utilisation du cuivre en bio? Comment vous réagissez? Moi, je suis content parce que si je pouvais trouver le moyen de ne plus l'utiliser, je serais un homme heureux parce que dans mon but de ma ferme en agriculture bio depuis 1975, utiliser le pulvérisateur pour des choses comme ça, ce serait mieux de ne pas le faire. Donc, moi, je ne suis pas contre, mais qu'on nous donne les clés pour... il a expliqué le problème des plants. C'est plutôt là qu'il est le problème, que le problème de se battre. Oui, il faut peut-être se battre pour 1 an ou 2 encore, essayer de sauver un petit peu le cuivre, mais finalement, il faut arriver à ne plus l'utiliser. Il ne faut pas se cacher, se voiler la face. C'est normal, quoi. Et qu'ils aient refusé la dérogation, pour moi, je n'aurais même pas demandé la dérogation, personnellement. Et je ne suis même pas d'accord au principe de demander des dérogations en cours de culture, parce que c'est favoriser, faire croire aux producteurs qu'après, on pourra utiliser. Et malheureusement, c'est parce qu'il y a trop de cultures agricoles, de grandes cultures industrielles bio. C'est pour ça qu'on a besoin du cuivre. On a encore besoin un peu du cuivre, mais pas. Il faut y arriver sans. Et si on a un rendement moindre, on a un rendement moindre. Il faut trouver les variétés avec des années avec un rendement moindre, des années avec un meilleur rendement. Mais il faut accepter les variations de rendement. Mais c'est vrai que ça dérange l'industrie. On va parler des variétés résistantes juste après. Et alors Gilles, toi, c'est vrai que tu as une échelle un peu plus importante de culture, de légumes et de pommes de terre par rapport à Bernard, oui. Donc peut-être que tu as un avis différent aussi. Suppression du cuivre, oui, ça va être problématique. Mais enfin, voilà, en bio, on est habitué à relever des défis, donc ça va être problématique, mais on va y arriver, c'est pas un souci. Il y a des techniques, je ne sais pas si on peut en parler maintenant. Oui, parlons-en maintenant, des techniques justement qui se permettent de réduire les doses d'utilisation. Oui, donc voilà, comme le disait Patrick, 4 kilos, c'est vraiment rare qu'on utilise 4 kilos hectare. C'est vraiment en année très humide. Mais voilà, les techniques pour éviter d'utiliser du cuivre, c'est de faire de la pré-germination. C'est-à-dire quand on reçoit les plants, on les met dans des espèces de sacs à huîtres. Donc ça pend sur des châssis, on les remplit. Et ces plants, on les laisse dehors nuit et jour, au soleil, à la pluie, au vent. On les rentre simplement quand le gel est trop important. Et donc il y a un petit germe qui est induit, un germe, pas un grand germe comme on a vu ici dans le film des grands germes, mais des petits germes vraiment très durs qui résistent au choc. Et ça permet à ce que la variété, une fois plantée, démarre beaucoup plus vite et qu'il y ait une longueur d'avance sur l'arrivée du mildiou qui arrive, ça dépend des années, mais au mois de juin, juillet, août, ça dépend des années. Il faut les planter en même temps que d'habitude, que celles qui ne sont pas pré-germées. Il faut planter le plus tôt possible, mais pas trop tôt, bon, parce qu'on dit toujours qu'il faut planter quand la terre est amoureuse, mais voilà, c'est une manière de... Voilà. Et surtout, en ce qui me concerne, moi personnellement, j'aime beaucoup la variété Alliance. Enfin, mes clients aiment beaucoup la variété Alliance. Je ne cultive pas que Alliance, qui était une variété robuste, mais qui est très très lente. Donc on la plante et ça prend... 3 semaines pour la voir sortir. Donc peut-être pour ce genre de variété très très lente au démarrage, ce serait peut-être intéressant de faire ça. Bon, ce sont des contraintes en plus, ce sont des frais en plus, des contraintes pour mettre toutes ces pommes de terre en sac. Ça paraît pas grand-chose, mais quand il faut faire enfin, les travaux de la ferme sont très importants, donc c'est ça à faire encore en plus. Tu le fais régulièrement? Tu arrives à le mettre en place? Non, mais il faudrait aller vers ça. Pour le moment, je ne fais pas ça. Je reçois mes plants, je les mets en palox pour vérifier s'ils sont bons, et puis je les sors 2 semaines avant à l'air libre pour les réchauffer. Mais un palox, ça fait un peu plus d'1 mètre cube. Au centre du palox, la pomme de terre est toujours froide, donc c'est pas l'idéal. Les sacs sont... Et donc la pré-germination est un des moyens pour lutter contre le mildiou. Et le premier levier, je pense, c'est quand même les variétés résistantes. Donc la Wallonie est connue pour cultiver principalement des variétés de pommes de terre sensibles à très sensibles au mildiou, du moins en agriculture conventionnelle. 88% de la culture de pommes de terre de la Wallonie, c'est des conventionnelles, et du coup, c'est plutôt des variétés sensibles. Et donc, les pommes de terre robustes, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc des variétés de pommes de terre qui peuvent garantir un rendement suffisant, un rendement en conditions peu favorables, et en particulier qui porte cette résistance ou cette tolérance au mildiou. Alors sur la terre bio-wallonne, j'ai vu qu'on utilisait 33% des variétés robustes qui étaient proposées par la recherche.
C'est déjà pas mal, parce qu'il y a une grosse recherche qui est faite aussi par le CRA depuis des années. C'est important de souligner le travail qui est fourni par ces chercheurs. Patrick et vous, et en fait tous les trois, mais peut-être Patrick d'abord, toi qui as vu beaucoup d'agriculteurs, de producteurs de pommes de terre, est-ce que tu as des variétés qui te viennent en tête, qui fonctionnent bien, des variétés résistantes, qui sont bien représentées auprès des producteurs, ou alors tu as l'impression que ce n'est pas encore assez représenté? Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à l'utilisation des pommes de terre robustes chez les producteurs? Alors là, en fait, la problématique, c'est la destination des pommes de terre. Donc l'industrie de la pomme de terre reste très conventionnelle dans les variétés et a vraiment du mal de se séparer de l'agria, hein, qui a ses qualités, hein, attention. Après, je crois que c'est aussi la communication vers le consommateur. Donc les consommateurs, en chair ferme, ils ont toujours été habitués à la Nicolas et à la Charlotte, hein, pour résumer. Et dès qu'on parle d'une autre variété, pour eux, elle doit avoir un bon goût, elle doit se cuire de la même manière, etc. Et ça, je crois qu'il y a une grosse communication à faire également. Après, je pense aussi que, en termes des industries, c'est la capacité d'être transformée de manière industrielle. Donc, on parlait de la Carolus. Hein, la Carolus, elle avait, moi, je la trouve bonne, mais bon, voilà, c'est une question de goût. Après, voilà, en frites, en pré-cuisson, elle colle ensemble. Elle colle ensemble en niveau industriel et en friterie. Mais pour le particulier, il n'y a aucun problème parce qu'on est sur des petits volumes. Donc, mettez de la Carolus dans vos jardins, ça fonctionne très bien. Donc, pour ceux qui l'aiment bien, évidemment. Donc voilà. Après, il existe d'autres variétés résistantes. Après, il y a la Nirvana, un gène de résistance terminé pour le bio l'année prochaine. Hein. Alors qu'elle est bonne. On a fait avec Bioloni un test de dégustation avec les frituristes. Elle était parmi les premières et dépassait même l'agria à l'aveugle. Hein. Donc comme quoi, c'est aussi des préjugés. On mange une variété et pas toujours un goût. Après, en chair ferme, il y a quelques variétés. Hein. Il y a l'Alliance, en tout cas qui résiste à certaines souches de mildiou. Il y a la Zen, voilà, il y a l'ananis. Il y a des variétés, il y a pas mal de variétés qui sont testées par le CRAW chaque année. On peut dire que les variétés sont là. Et du coup, c'est quoi pour vous les freins à l'utilisation de ces... Alors après, le deuxième problème, c'est bien d'avoir une variété qui résiste au niveau des essais, mais il faut du plan. Et le problème, c'est de trouver du plan. Je peux me laisser la parole à Bernard. Aimerait en parler, oui. On n'a pas beaucoup de choix, en fait. Moi, donc, je mets un peu de plan pour vente à la ferme, aux distributeurs et au magasin. Là, on essaie de trouver des plans, on n'en trouve presque pas en bio en plus. Et quand c'est pour la partie pour Lutosa, pour ne pas les citer, là, c'est eux qui apportent les plans parce qu'on ne trouve pas de plans ailleurs. Et donc, c'est eux qui imposent la variété. Les années précédentes, ils proposaient Nirvana ou Agria. Cette année-ci, ils suppriment même la Nirvana qui était la plus résistante dans leur groupe. Je connais pas mal de producteurs qui la cultivaient sans utiliser de cuivre, avec un rendement moyen d'une 20aine de tonnes, donc c'était correct. Maintenant, on ne l'a plus. Donc, je pense qu'il y a un problème du côté des planteurs. Ils ne veulent pas planter. Est-ce que c'est le coût de production qui est trop élevé ou des choses comme ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qu'on a remarqué, enfin, moi personnellement, c'est que le prix du plan a explosé cette année-ci. On est passé de 1 € le kilo pour un 35,50 à 1,70 € du kilo. Donc ça fait 3 400 € l'hectare rien que pour planter. En conventionnel, si on est à 1 000 €, c'est tout le debout. Donc on est déjà plus de 3 fois la somme du départ, sans garantie de rendement, parce que la grille est quand même sensible au mildiou. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus sensible qu'il y a 10 ou 15 ans. Donc c'est un problème, parce que j'ai même plus envie de mettre de pommes de terre pour l'industrie. J'ai jamais été un grand fan non plus, je vais le dire. Mais bon, c'était une façon d'avoir un revenu fixe les années précédentes. Maintenant, ça fait 2-3 ans que la pomme de terre, dans mon revenu de la ferme, est passée en dessous des 40-50% de mon revenu. Il y a 10 ans d'ici, c'était 60% de mon revenu la pomme de terre. Aujourd'hui, on diminue. Et à l'avenir, ça va encore diminuer, je pense. La grande culture de pommes de terre, pour moi, la pomme de terre, c'est pour le local maintenant, malheureusement. Et espérons, quand les variétés seront là, je remettrai plus en grande culture. Ouais. Et on a beaucoup parlé des maisons de semences, l'idée de plants et les industries. Je ne sais pas si tu veux en parler, Gilles.
comment est-ce qu'elle se comporte en fait face à les producteurs qui leur vendent Oui, ici, moi, je ne travaille pas avec l'industrie, l'industrie entre guillemets, donc je ne produis que des pommes de terre de table. Donc l'Alliance pour le marché local, le distributeur, les magasins, et pour le circuit long, entre guillemets, notre acheteur est très sensible aussi à la robustesse des variétés. Donc il nous propose toujours des variétés robustes. Si ce n'est pas le cas, on insiste et il nous propose une variété robuste. Donc je pense que la chaîne a bien compris l'importance d'avoir des variétés robustes. Ok, super. Merci. On va pouvoir continuer sur ce sujet lors de l'ouverture des questions au public, mais on va devoir clôturer cette petite partie sur le cuivre. Je suis un peu frustrée aussi, j'aurais voulu encore poser plein de questions, mais ça passe beaucoup trop vite. Et on va passer à la deuxième thématique, qui est donc la limitation du risque érosif dans la gestion des adventices. Donc l'érosion, c'est un phénomène qui s'est aggravé ces dernières années avec l'intensité et la longueur croissante des épisodes de pluie. Les parcelles les plus à risque sont des parcelles en pente, donc on parle de pente au-dessus de 10%, même s'il faut corréler la longueur avec l'inclinaison de la parcelle. La mise en place de mesures doit se faire à l'échelle du bassin, versant avec une attention particulière en amont, tête de versant. Il faut empêcher l'eau de prendre de la vitesse. Préserver la structure du sol et limiter la compaction en profondeur sont deux leviers indispensables pour augmenter l'infiltration des eaux dans le sol et réduire les ruissellements et l'érosion. Mais concrètement, comment on fait ? Patrick, est-ce que tu peux nous parler des mesures mises en place pour gérer l'érosion dans les parcelles chez les producteurs que tu accompagnes ? Voilà, donc comme tu l'as dit, il y a toutes les mesures préventives que l'on connaît. Donc c'est des rotations longues, d'avoir de la prairie temporaire dans les rotations, des bons retours de matière organique pour avoir des bons taux d'humus. Alors il faut savoir que ça, pour des pluviométries, on va dire moyennes, ça passe. Alors, il faut savoir que les épisodes pluvieux que l'on a connus et qu'on va encore connaître, on peut avoir tout ce qu'on veut. Quand vous avez une terre en pente avec des buttes, on parle de pommes de terre ici, mais même des buttes en général, où on peut faire tout ce qu'on veut, l'eau elle va prendre de la vitesse et on ne saura plus l'arrêter comme ça. Donc vient s'ajouter à ça aussi, parce que je parle souvent de la rotation, et on disait tout à l'heure, la pomme de terre qui revient une fois tous les 7 ans. Maintenant, si toutes les autres cultures sur les 7 ans sont des cultures sur butte, enfin en tout cas des cultures racines ou tubercules, ça accentue grandement le problème. Donc la compaction des sols, c'est quelque chose de très important aussi, parce que pour ces cultures-là, on a du matériel très lourd. Alors, il faut savoir qu'on peut avoir des machines à charge qui font jusqu'à 80 tonnes. C'est interdit sur la route, d'accord ? Sur la route, on peut pas, ça abîme le béton et le tarmac, donc c'est interdit. Et dans les champs, j'ai l'impression parfois qu'il n'y a plus de limite. Donc je disais, une des solutions, en théorie, ce serait de planter perpendiculaire à la pente. Alors d'abord, il faut voir la longueur des lignes, et puis ensuite, planter perpendiculaire quand on a une pente trop forte. On va avoir, lors d'épisodes orageux, de l'eau qui va affaisser les buttes, ou alors l'eau qui va stagner. Et des plants de pommes de terre, enfin des tubercules qui restent plus de 24 heures dans l'eau, c'est foutu, donc c'est pourri. Ou en tout cas, ça va causer des gros problèmes à la conservation. Les producteurs scrupuleux, ils le savent bien, ils lèvent les machines à ces endroits-là. Donc voilà, ça quand c'est possible, ça peut être fait. C'est diminuer le parcellaire aussi. On voit parfois des regroupements pour des patatiers de plusieurs parcelles d'agriculteurs pour avoir des surfaces de 50, 60, 80 hectares. Ça devient ingérable et ça laisse l'eau prendre des vitesses incroyables. Alors qu'à l'inverse, il faut remorceler, refaire des plus petites parcelles. Avoir des bandes enherbées, il y a des mesures environnementales qui sont pas mal à ce niveau-là. Et au final, mettre une bande enherbée en bas. Mais la bande enherbée en bas, à toute seule, elle ne sert à rien. Ça, il faut le savoir. Alors, il y a des réglementations qui arrivent depuis la nouvelle PAC, aussi bien dans le cadre des bonnes pratiques agricoles que le PGDA. C'est par rapport au risque érosif.
sous certaines conditions. Bon, ça a été revu. On va un petit peu voir ce qui va en sortir au final. Donc, on a parlé d'un calcul, pente fois longueur, et puis on est revenu au système des 10%, etc. Donc ça, on va un petit peu voir, mais on aura quelque chose. Et une des solutions proposées par les réglementations, c'est de faire les diguettes, donc des petites diguettes dans l'interbut des pommes de terre. Alors, il faut savoir qu'en conventionnel, on fait la diguette à la plantation, puis après, on fait du désherbage chimique, donc on ne touche plus à rien. Tandis qu'en bio, on va avoir plusieurs passages de désherbage mécanique, et donc ces diguettes-là vont poser problème. Donc le premier problème, c'est le tracteur qui va partir dans tous les sens, plus la machine qui va le butoir ou la sarcleuse. Donc ça va être un problème. Et je pense qu'il faut, il faut absolument que la réglementation soit adaptée pour pouvoir laisser les agriculteurs bio à mettre en œuvre. C'est pratique, parce que c'est pas parce qu'on est en bio qu'on ne doit pas faire attention à l'érosion. Et pourtant, il y a des solutions. Alors, j'anime un groupe d'agriculteurs dans le cadre des GA1, des groupes d'agriculteurs en agroécologie, où on essaye de mettre en place des techniques plus avancées. Et on a regardé avec les producteurs pour mettre en place un système d'efface diguettes, pour effacer les diguettes pendant le processus de désherbage mécanique, pour les reformer après. Alors, c'est comme chaque fois, c'est grâce à des agriculteurs innovants, bricoleurs, que des prototypes sont soudés, sont mis en place. Et grâce aussi à un outil qui a été créé aussi par un agriculteur, pour les membres de la FIWAP. La FIWAP a un appareil qui sait refaire les diguettes de manière indépendante d'un planteur. Et donc, on a voilà, un système qui peut être mis en place dans les terres en pente qui sont nécessaires. Quand la terre est plate, c'est pas nécessairement indispensable. C'est de pouvoir créer ces diguettes-là, mais de pouvoir les effacer lors des processus de désherbage. Et ça, c'est fort important. Et on en reparlera après, au niveau de ce qu'on pourrait dire au niveau politique, c'est d'adapter la réglementation et avoir une réglementation qui est toujours pour le conventionnel, mais de l'adapter pour le bio aussi. Okay. Voilà. On en reparlera alors. Bernard et Gilles, est-ce que vous avez des parcelles à risque et qu'est-ce que vous faites du coup pour limiter le risque érosif sur ces parcelles à risque? Oui, j'ai vraiment une parcelle à risque cette année, justement, dans laquelle je vais planter des pommes de terre. Donc, c'est une parcelle de 8 hectares sur lesquelles, en 2021, j'ai eu vraiment des graves coulées de boue. C'était un semis de haricots qui venait d'être fait, donc la terre était encore veule, comme on dit. Et donc, il est arrivé 60 litres en 1 heure et tout a dévalé dans les maisons. Ça a traversé les maisons, c'était la catastrophe. Donc ici, j'ai décidé, à partir de 2022, de séparer cette parcelle de 8 hectares en deux. C'est un peu du chipotage, mais une belle parcelle de 8 hectares qui devient deux parcelles de 4, c'est un peu embêtant, mais enfin c'est comme ça, il faut faire quelque chose. Donc je mets toujours une céréale d'hiver, ou de printemps, mais de préférence d'hiver, et une culture de printemps. Et j'alterne comme ça. Comme ça, l'eau, comme dit Patrick, l'eau n'a pas le temps de prendre de la vitesse. Et dans le bas de cette parcelle, j'ai mis du miscanthus. Et donc, je n'ai plus de problème, enfin, je n'ai plus d'orage aussi catastrophique en 2021, mais je n'ai plus de problème d'érosion. Et en plus de mettre une céréale au-dessus, donc je vais planter les pommes de terre en dessous, j'ai décidé de ne pas labourer et de passer au scalper au printemps, plusieurs coups de scalper et d'outils à dents, et un décompactage avant le façonnage des buts. Et ce mulch de paille hachée de l'année passée, de la céréale de l'année passée, de fumier et d'engrais verts va créer tous des micro-barrages qui vont vraiment empêcher l'eau de prendre de la vitesse. Ça fonctionne très bien, j'ai déjà testé ça dans d'autres parcelles. C'est vraiment très, très, très efficace. Et ce que je compte faire aussi, c'est lors du dernier passage de la bineuse, quand on a terminé tous les désherbages mécaniques, faire venir la faiseuse de diguette, je ne sais pas comment on appelle ça, vraiment pour avoir encore ça en plus. Ce sont les mesures que je vais mettre en place cette année. Merci Gilles. Et alors Bernard? Moi de mon côté, je n'ai pas beaucoup de parcelles qui sont dans ce cas-là.
Et comme je suis en polyculture élevage, j'ai privilégié de mettre des prairies temporaires sur ces parcelles-là ou des céréales, les mauvaises parcelles. Sinon, j'ai toujours en fourrière, c'est souvent un mélange d'avoine que je sème après d'avoir planté les pommes de terre. Et là, c'est pas pour une question de... Ça aide aussi, mais c'est surtout pour mon dos, parce que quand on bute les patates et qu'on arrive... Moi, je plante, et le jour 10 après la plantation, je bute déjà, et tous les 7 jours, je rebute jusqu'au moment où j'ai les floraisons. J'ai des terres très très sales en pommes de terre. Il y a des historiques avec des kénopodes qui sont montés. Donc j'ai beaucoup de mauvaises herbes. Donc si je veux être tranquille, je passe tous les 7-8 jours, donc quand les mauvaises herbes sont vraiment très petits, à haute vitesse. Donc je roule à 12-13 km à l'heure. En un quart d'heure, un hectare est tapé dehors. Donc quand j'arrive au bout, si j'ai mes buts qui sont plantés dans l'autre sens, après une paire d'hectares, j'ai plus de dos, donc je ne plante plus les fourrières et ça me permet d'éviter aussi tout ce qui est coulé de boue. Mais je ne vois pas trop l'histoire de la diguette. Moi, elle va m'emmerder parce qu'à 12 km/h, si tu te prends les diguettes, tu vas... c'est pas possible. Mais le fait... Là, c'est un prototype qui recrée la diguette après passage. Oui, mais et quand tu passes devant, tu vas te la prendre quand même la fois suivante. Donc, moi, ce que j'ai maintenant, moi, j'ai ma RC Tri, j'ai démonté un élément d'RC Tri que je mets devant le tracteur. Donc, la RC Tri est devant, dans le bon sens. Puis, j'ai mon butoir à dents, disque, soc, cap, les premiers passages, mais à fond de gaz. Et au fur et à mesure, j'enlève la cape, puis j'enlève des éléments, j'enlève la herse aussi, mais je bute tous les 7 jours. La terre, je veux dire, elle est toujours légèrement travaillée. Quand il y a un orage, l'eau, elle est absorbée au fur et à mesure. Je n'ai pas des grandes pentes, ça c'est clair, j'ai certainement pas le problème qu'il a eu. Donc moi, pour l'instant, je n'ai pas, et comme il dit, c'est quand même dans les terres en pente qu'il faut mettre les diguettes, mais les diguettes, moi, je suis allergique pour mon dos. Voilà. Okay. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Bof. Je vais encore faire une petite question sur du coup plus la gestion de la compaction lors du passage de certaines machines et dont la charrue. Donc on entendait Manu Jadin qui expliquait que tout passage de machine est un passage de trop. Le compromis à trouver entre passer suffisamment pour maîtriser les adventices mais pas trop pour éviter de compacter le sol. Est-ce que du coup Patrick, tu as des solutions par rapport à ça? Tu vas peut-être nous parler du labour agronomique. Est-ce qu'il est bien représenté à Wallonie? Est-ce qu'il y a encore des recherches à faire pour aussi développer le non-labour en bio? Voilà, je te laisse. Alors tout d'abord, le nombre de passages que l'on va faire l'année qui arrive, moi je suis incapable de vous le dire. Il y en a parfois qui me disent, et à juste titre, des gens qui veulent passer à bio, qui veulent budgétiser, qui font tout faire par entreprise, combien de passages d'RC Tri je vais faire? 0 à 8. Voilà, donc en fonction des cultures, donc c'est quelque chose qui est très difficile à dire. Tout dépend aussi un peu de sa philosophie et de savoir aussi le niveau de salissement qu'on se permet, ou le niveau de propreté dans l'autre sens aussi. Donc ça, c'est une première chose. C'est très difficile à évaluer. Avec les années, chaque agriculteur sait bien, en fonction de ses parcelles, qu'il va être dans une fourchette. Mais vraiment, savoir le dire à l'avance, ça c'est très compliqué. Et quelle machine on va utiliser? Une année, on va utiliser plutôt cette machine-là, une autre, on va plutôt utiliser cette machine-là. Alors ça, c'est une première chose. Après, par rapport au travail du sol, voilà, c'est un sujet qui fait couler pas mal d'encre. Pour moi, le labour agronomique, donc le labour en dessous de 20 cm, pour moi, ce n'est pas un problème. Alors, il n'y a pas que pour moi, parce qu'il y a des études à long terme qui le prouvent. On a quand même des références. Et donc, faire du labour comme on l'entend, comme on le pense, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Il faut toujours voir ça dans quel contexte on est. Donc, on est en bio, dans une rotation longue et diversifiée, avec des couverts, des prairies temporaires, etc. Donc, c'est un petit mal pour un grand bien, dans un grand bien. Okay. Merci Patrick et merci. Bernard, tu veux encore dire un petit mot? Et, pour le tassement du sol, je ne suis pas sûr que ce soit la charrue le plus dangereux. C'est plutôt, comme il disait tantôt, le poids des arracheuses, des bennes, de plus en plus lourde. Moi, j'arrache encore avec un petit tracteur de 100 chevaux et une DR 1500, une machine légère. En plus, j'ai choisi les conditions. Je n'arrache jamais au mois d'octobre. Enfin, jamais. Une fois qu'on est le 20 septembre, j'arrache coûte que coûte.
Et donc, on abîme moins. Il faut choisir cette date de récolte. Maintenant, c'est vrai que si on veut plus de kilos, mais bon, on va prendre cette année ici, le mildiou s'est occupé de défaner les pommes de terre à partir du 5 août, je pense, qu'il n'y avait plus de fan dessus. J'avais déjà broyé une première fois pour éviter le mildiou, que le mildiou descende, pour ne pas utiliser excessivement de cuivre. Donc, après, on rebroie une deuxième fois pour les mauvaises herbes, et après, on arrache. Et bon, moi, j'ai de la chance d'être peut-être dans une petite structure que je peux encore arracher 2 hectares par jour. J'en ai pour 3-4 jours et puis c'est fini. Mais c'est vrai que c'est une solution pour éviter la compaction du sol. Et à labour, moi, je laboure. Pour les patates, je suis entre 25 et 27. Et après, pour les céréales, je suis à une vingtaine de centimètres aussi. Mais je ne pense pas que ce soit... Il ne faut pas vouloir attaquer le labour sur tous les formes. Il y a bien d'autres machines qui sont bien plus mauvaises pour le sol que la charrue. Ok, merci. Un dernier petit mot, Gilles, avant l'ouverture aux questions. Compaction, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'en bio, il n'y a pas des énormes machines comme en betterave conventionnelle ou ce genre de choses. Donc j'ai l'impression que la compaction n'est pas un problème trop grave, enfin, sauf en carottes. Quand on arrache les carottes début novembre et qu'il pleut, ça se complique un peu. On peut pas dire, moi j'ai pas ma machine d'arrachage, je peux pas dire à l'entrepreneur, écoute, tu arrêtes, tu restes dans ton lit une semaine, puis tu reviens quand il fait bon. Donc voilà, on est parfois obligé, mais je pense que si jamais on soigne la terre, si jamais on ne la touche pas après ça, et qu'on la retravaille pas trop tôt, mais au mois d'avril ou mai, et qu'on fait ça convenablement, elle se rétablit assez vite, même si c'est le genre de choses qu'il faut éviter. Ouais, okay. Et alors peut-être Enfin non, voilà, c'est tout. Ok, super. Un dernier petit mot, et puis un dernier petit mot. La preuve finalement que même en agriculture conventionnelle, par rapport au poids des machines, il y a certaines régions où ils font marche arrière, où ils n'ont jamais été vers ces toutes grosses machines-là. Donc c'est en Champagne. En Champagne, on voit même des chantiers décomposés, même modernes, hein, d'arrachage et de chargement de betteraves. La raison, c'est pour préserver la structure, pour quand ils mettent des luzernes, en fait. Donc finalement, s'ils l'ont remarqué, c'est qu'il y a quelque chose et que tout se tient. Donc voilà. Donc on est en 2025, on a encore des chantiers décomposés modernes dans les champs. Hein. Voilà. Ok, merci. On va ouvrir les questions au public. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Eddy ? Je pense que c'est à l'ensemble des participants. L'industrie de la pomme de terre, telle qu'on la connaît chez nous, elle n'a pas des objectifs de scope 3, à savoir diminuer son empreinte environnementale, parce que finalement, quand j'entends Bernard, tu résous à peu près tous les problèmes parce que tu vends en grosse partie chez toi avec un matériel très adapté à tes conditions. Le reste s'est imposé par la météo capricieuse et arraché coûte que coûte avec des machines quand même assez fortes, y compris dans le chantier de plantation, où là aussi, il y a pour un paquet de matos sur les terres et ça affine, quoi. Donc, est-ce que dans ces industries-là, il n'y a pas un objectif, comme les autres industries qui recherchent à racheter des certificats carbone ou à financer des certificats carbone, un objectif à atteindre? S'il y a d'autres questions, on répondra après. C'est un peu la même question que pour les semences. J'entends qu'il y a des difficultés à se procurer des plants de pommes de terre bio et des difficultés à se procurer des semences bio. Alors, qu'est-ce qui fait qu'en Belgique, il n'y a pas de producteurs ou que les agriculteurs eux-mêmes ne réservent pas une partie de leurs semences pour ressemer et une partie de leurs plants de pommes de terre pour replanter? Est-ce que vous avez encore des questions? Oui, Simon, derrière. Vous m'entendez là? Oui. La première, c'est par rapport au cuivre. Si on veut l'interdire, c'est qu'il y a une raison. Tu as parlé de lobby et il y en a sûrement, mais voilà, est-ce que c'est peut-être pas vous, c'est peut-être ceux qui vous intervenant ce matin qui ont peut-être plus d'informations. Pourquoi est-ce que le cuivre est sur la sellette? Et la deuxième, c'est pour parler de risque érosif. Il y a clairement un lien extrêmement fort, le travail du sol et la stabilité, le manque de stabilité des sols, donc le moins le mieux. Par contre, c'est peut-être une remarque plutôt qu'une
Merci Simon. Alors, on va répondre aux questions du coup. Vas-y Patrick. Alors, par rapport à l'industrie, je pense qu'ils n'ont rien compris. Parce que quand je vois les surfaces de pommes de terre en Belgique, on va droit dans le mur. Hein. On va vers des catastrophes. On voit aujourd'hui des rotations pommes de terre, betteraves, froment, hein, ou en conventionnel. Mais bon, c'était par rapport à l'industrie. Est-ce que l'industrie se tracasse réellement de ça? Quand je vois le développement de la pomme de terre, je ne crois pas du tout. Donc le seul frein, c'est d'avoir des problèmes dans le sol comme des nématodes qui fait qu'on ne peut plus cultiver de pommes de terre, ce que les Hollandais ont eu. Donc les Hollandais ont eu des problèmes de nématodes, d'avoir cultivé trop de pommes de terre. Ils sont venus en Belgique cultiver des pommes de terre. Alors on est en train de déconner ici en Belgique aussi. Et ils sont déjà en train d'aller sur la France. Et aujourd'hui, il y a des nouvelles usines qui sont implantées dans les Hauts-de-France où ils cherchent plus de 40 000 hectares de pommes de terre. Donc je pense qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Et c'est pas le bio qui va. Il y a d'autres enjeux. Il y a d'autres enjeux. Alors, par rapport au plan. Il faut savoir que cultiver du plan, c'est un métier, hein, c'est pas évident. Il faut épurer, aller retirer des plants malades dans les champs, etc. C'est très réglementé. Et donc, voilà, il y a plus trop d'amateurs parce que c'est une question de prix aussi. Hein, c'est le risque que l'agriculteur prend pour cultiver du plan. Donc, cultiver du plan, c'est faire du petit calibre, un maximum de petit calibre. Et si pour une raison justifiée, hein, la culture est déclassée, vous n'avez pas de belles grosses pommes de terre pour vendre pour la consommation. Hein. Ça va rester des petits plants. Donc, je pense que c'est le coût, le prix donné aux producteurs pour faire du plan qui n'est pas à sa juste valeur. Alors, il faut savoir aussi par rapport au plan fermier, c'est très réglementé. Hein. Donc, il y a des brevets, il y a un système de protection comme dans toutes les semences hein, aujourd'hui. Et donc, dès que les variétés ne sont plus protégées sous certaines conditions, les producteurs peuvent faire du plan. Alors, c'est suivi même par l'AFSCA, hein, parce que la pomme de terre, c'est une solanacée qui peut transmettre des virus. Hein, donc, c'est très réglementé pour ne pas avoir des pandémies hein, en termes végétaux. Donc, c'est pour ces raisons-là, principalement. Et alors, par rapport au cuivre sur la sellette, nous aussi, on se pose des questions par rapport au retour qu'on a du SPF Santé. C'est vraiment pas très clair. On a quand même encore beaucoup d'interrogations. Oui, on sait que c'est problématique quand on en utilise de trop. Maintenant, les niveaux qu'on se met pour savoir si c'est à quel niveau c'est bon ou c'est pas bon, c'est très secret. Hein. On ne sait même pas, nous, avoir l'information. Donc voilà. Ok, super. Gilles ou Bernard, ouais, vous avez tous les deux prendre la parole. Pour les chantiers de plantation, moi j'ai une planteuse qui a coûté 5 000 €. Vu qu'on ne doit pas faire de but directement, on n'a pas besoin d'équipements aussi gros et aussi puissants qu'en conventionnel. En conventionnel, l'attelage, c'est un tracteur de 250 chevaux avec une rotative devant, une fraise, planteuse, buteuse, tandis que nous, ici, on va travailler avec un chantier complètement décomposé, herse rotative, vibroculteur. On va planter avec un petit tracteur de 100 chevaux, un tracteur qui fait 3,5 tonnes, que l'autre tracteur fait 12 tonnes peut-être, avec l'attelage ou même encore plus. Et comme on va faire la butte après, ce n'est pas un problème. Donc pour la compaction du sol, dans tout ce qui est outils, dans la façon dont on cultive en bio, on est tranquille de ce côté-là, on est sauvé. Pour l'arrachage, l'idéal, c'est des petites machines aussi. Après, je vais venir sur la matière organique. Nous, on est en bio depuis 1975, en ferme en polyculture élevage, donc on a toujours un équilibre. Une vache laitière par hectare, plus ou moins. Hein. Donc ici, aujourd'hui, on est entre 80 et 90 vaches laitières sur 80-90 hectares. Et on a observé que les taux de matière organique, avec beaucoup de prairies temporaires, on est entre 4 et 7 de matière organique dans la ferme. Mais
on est une ferme quand même assez rare en bio, autant d'années en bio, en polyculture élevage, c'est assez rare. Donc ça veut dire qu'il y a quand même de l'avenir et qu'on peut améliorer les sols. Mais ma conclusion à moi, c'est que l'agriculture bio, la meilleure de l'agriculture bio, c'est comme on disait tantôt, c'est l'équilibre entre l'élevage et la terre qu'on cultive. S'il n'y a pas un certain équilibre entre les deux, c'est pas évident et c'est le problème que certaines personnes rencontrent aujourd'hui. Et je pense qu'il faut se forcer à équilibrer les grandes cultures avec les élevages pour arriver à une symbiose idéale. C'est ce qu'on discutait tantôt, c'est le même problème en céréales, etc. Voilà, ça c'est ma conclusion. Non, et pour revenir sur le cuivre, oui, il est sur la sellette parce qu'il a un profil écotoxicologique défavorable, même s'il est utilisé en très faible quantité et sur une rotation longue, 7-9 ans. Mais malgré tout, voilà, c'est pour ça qu'il est sur la sellette. Mais je pose aussi des questions parce que voilà, le cuivre va peut-être être interdit en 2026. Et ici, je viens d'apprendre il y a 15 jours que le prosulfocarbe, donc un pesticide chimique, vient d'être autorisé. Donc j'ai l'impression que le lobbying en conventionnel est beaucoup plus efficace que le lobbying en bio. On va terminer là-dessus. Et on va passer au prochain atelier en arboriculture.